Chapitre 4. Nous restâmes un assez long moment immobiles et silencieux, après avoir pris contact avec le sol. Peut-être cette attitude paraîtra-t-elle surprenante, mais nous éprouvions le besoin de nous recueillir et de concentrer notre énergie. Nous étions plongés dans une aventure 1000 fois plus extraordinaire que celle des premiers navigateurs terrestres, et nous préparions notre esprit à affronter les étrangetés qui ont traversé l'imagination de plusieurs générations de poètes à propos des expéditions transsidérales. Pour le présent, en fait de merveille, nous nous étions posés sans à-coups sur l'herbe d'une planète qui contenait, comme la nôtre, des océans, des montagnes, des forêts, des cultures, des villes et certainement des habitants. Nous devions cependant nous trouver assez loin des pays civilisés, étant donné l'étendue de jungle survolée avant de toucher le sol. Nous sortîmes enfin de notre rêve. Ayant revêtu nos scaphandres, nous ouvrîmes avec précaution un hublot de la chaloupe. Il n'y eut aucun mouvement d'air. Les pressions intérieures et extérieures s'équilibraient. La forêt entourait la clairière comme les murailles d'une forteresse. Aucun bruit. Aucun mouvement ne la troublait. La température était élevée mais supportable, environ 25 degrés centigrades. Nous sortîmes de la chaloupe, accompagnés d'Hector. Le professeur Antel tint d'abord à analyser l'atmosphère d'une manière précise. Le résultat fut encourageant. L'air avait la même composition que celui de la Terre, malgré quelques différences dans la proportion des gaz rares. Il devait être parfaitement respirable. Cependant, par excès de prudence, nous tentâmes d'abord l'expérience sur notre chimpanzé. Débarrassé de son costume, le singe parut fort heureux et nullement incommodé. Il était comme grisé de se retrouver libre sur le sol. Après quelques gambades, il se mit à courir vers la forêt, sauta sur un arbre et continua ses cabrioles dans les branches. Il s'éloigna bientôt et disparut, malgré nos gestes et nos appels. Alors, ôtant nous-mêmes nos scaphandres, nous pûmes nous parler librement. Nous fûmes impressionnés par le son de notre voix, et c'est avec timidité que nous nous hasardâmes à faire quelques pas sans nous éloigner de la chaloupe. Il n'est pas douteux que nous étions sur une sœur jumelle de notre terre. La vie existait. Le règne végétal était même particulièrement vigoureux. Certains de ces arbres devaient dépasser 40 mètres de hauteur. Le règne animal ne tarda pas à nous apparaître sous la forme de gros oiseaux noirs, planant dans le ciel comme des vautours, et d'autres plus petits, assez semblables à des perruches, qui se poursuivaient en pépiant. D'après ce que nous avions vu avant l'atterrissage, nous savions qu'une civilisation existait aussi. Des êtres raisonnables, nous n'osions pas encore dire des hommes, avaient modelé la face de la planète. Autour de nous, pourtant, la forêt paraissait inhabitée. Cela n'avait rien de surprenant. Tombant au hasard dans quelque coin de la jungle asiatique, nous eussions éprouvé la même impression de solitude. Avant toute initiative, il nous parut urgent de donner un nom à la planète. Nous la baptisâmes Saurore, en raison de sa ressemblance avec notre Terre. Décidant de faire sans plus tarder une première reconnaissance, nous nous engageâmes dans la forêt, suivant une sorte de piste naturelle. Arthur Levin et moi-même étions munis de carabines, quant au professeur, il dédaignait les armes matérielles. Nous nous sentions légers et marchions allègrement, non que la pesanteur fût plus faible que sur la Terre, là aussi il y avait analogie totale, mais le contraste avec la forte gravité du vaisseau nous incitait à sauter comme des cabris. Nous progressions en file indienne, appelant parfois Hector, toujours sans succès, quand le jeune Levin qui marchait en tête s'arrêta et nous fit signe d'écouter. Un bruissement, comme de l'eau qui s'écoule, s'entendait à quelque distance. Nous avançâmes dans cette direction et le bruit se précisa. C'était une cascade. En la découvrant, nous fûmes tous trois émus par la beauté du site que nous offrait Saurore. Un cours d'eau, clair, comme nos torrents de montagne, serpentait au-dessus de nos têtes, s'étalait en nappe sur une plateforme et tombait à nos pieds d'une hauteur de plusieurs mètres dans une sorte de lac, une piscine naturelle bordée de rochers mêlés de sable, dont la surface reflétait les feux de Bételgeuse alors à son zénith. La vue de cette eau était si tentante que la même envie nous saisit, Levin et moi.
La chaleur était maintenant très forte. Nous quittâmes nos vêtements, prêts à piquer une tête dans le lac. Mais le professeur Rantel nous fit comprendre que l'on doit agir avec un peu plus de prudence quand on vient seulement d'aborder le système de Bételgeuse. Ce liquide n'était peut-être pas de l'eau et pouvait fort bien être pernicieux. Il s'approcha du bord, s'accroupit, l'examina, puis le toucha du doigt avec précaution. Finalement, il en prit un peu dans le creux de la main, le huma et en humecta le bout de sa langue. « Cela ne peut être que de l'eau, » marmonna-t-il. Il se penchait de nouveau pour plonger la main dans le lac quand nous le vîmes s'immobiliser. Il poussa une exclamation et tendit le doigt vers la trace qu'il venait de découvrir sur le sable. J'éprouvai, je crois, la plus violente émotion de mon existence. Là, sous les rayons ardents de Bételgeuse qui envahissaient le ciel au-dessus de nos têtes comme un énorme ballon rouge, bien visible, admirablement dessiné sur une petite bande de sable humide, apparaissait l'empreinte d'un pied humain.